BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 5e saison de l'Impact PME, ce programme qui va nous permettre tout au long des semaines qui viennent de préparer le grand événement des PME organisé par la CPME et BFM Business qui se tiendra le 28 novembre à la Station F autour d'un thème, Destination 2030, et d'une question, quelles seront et quelles sont les priorités des PME pour y parvenir. Mais avant de faire ça, j'ai le grand bonheur pour ce deuxième épisode en fait, de l'émission et de la saison, d'accueillir 3 invités, 2 femmes, parce qu'on m'a reproché de ne pas avoir assez de femmes. Donc cette saison, on aura beaucoup de femmes, c'est bien légitime. Et j'ai bien sûr le grand bonheur d'accueillir Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Cécile. Bonjour. Un entrepreneur, une entrepreneure, Catherine Garniou, dirigeante de la Fenêtrière, vous allez nous raconter cela, membre également de la CPME. Tout à fait. Et puis Rami Salem, un intrapreneur, Rami, qui est le managing director ou le patron de Purse, qui est une magnifique start-up dans le domaine du numérique et des paiements. Alors, on va peut-être démarrer avec vous, Cécile, parce que les experts comptables, tout le monde connaît. Une profession... oui, on en a tous besoin en tant qu'entrepreneur. Une profession quand même bouleversée par beaucoup de choses, notamment évidemment l'IA, on en parle beaucoup. Et du coup, c'est quoi les priorités si on devait les résumer en quelques mots? Je crois qu'il y en a 2 principales. Si on devait en gros déjà venir sur 2030, vous allez être obsédé par quel sujet? On est obsédé par 2 sujets que sont la numérisation de l'économie et la durabilité. Alors, il faut savoir que la filière comptable dans son ensemble fait partie des professions qui vont être le plus impactées par la numérisation de l'économie et notamment avec l'arrivée d'outils à base d'intelligence artificielle. L'IA générative, ChatGPT, etc. On a peur dans l'expertise comptable? Non, on n'a pas peur. Au contraire, c'est une belle opportunité pour nous. Parce que tous ces outils à base d'intelligence artificielle vont nous permettre de nous dégager de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée très importante, c'est-à-dire la saisie comptable, ça n'a aucune valeur ajoutée, ni financière, ni intellectuelle, surtout pour nos équipes. Préparer les dossiers, peut-être en amont. Exactement. Il va y avoir une automatisation qui va être faite sur toutes ces tâches-là, ce qui va nous permettre de dégager du temps de nos équipes pour mieux accompagner encore nos clients, qui sont les chefs d'entreprise, parce que c'est ça qu'ils attendent de nous, c'est qu'on les accompagne mieux, qu'on les conseille, qu'on soit encore plus à leur côté et qu'on soit plus pertinent dans les conseils qu'on va pouvoir donner. Alors on y viendra, on va pas développer tout de suite. Deuxième sujet important autour du numérique, c'est la facturation électronique. Exactement. Et là aussi, vous trouvez que c'est formidable et qu'il fallait le faire et que c'est même important économiquement. C'est très important économiquement pour les entreprises, la facture électronique. C'est important pour notre métier, nous, experts comptables. Au plan fiscal, l'automatisation va passer par la facture électronique et la durabilité. On a besoin pour toute cette partie de transition écologique des entreprises de la facture électronique, mais la facture électronique est une véritable opportunité pour les cabinets d'expertise comptable et pour les entreprises. Parce que qui dit facture électronique dit intégration automatique dans les logiciels d'information des entreprises, et donc ça veut dire des données en temps réel et plus de décalage de données, et on pourra encore mieux accompagner nos clients. Avec une délai qui est encore un peu imprécis, 2025-2026 ? Oui, mais on n'a pas besoin d'attendre ce délai. Il faut y aller, vous nous raconterez y aller maintenant. Après. On parlera durabilité après, puisque c'est également un de vos enjeux, et peut-être qu'on peut démarrer aussi avec vous, Catherine Garniou, parce que c'est votre obsession, vous aussi. Votre obsession à vous, c'est de préserver la planète. Alors que je croyais que c'était la facture électronique. Mais non, pas du tout. Chacun les siens, chacun ses obsessions. Non, mais vous, votre obsession, c'est de préserver la planète dans un métier qui avait l'habitude de peut-être pas la préserver suffisamment. Alors d'abord, c'est quoi la Fenêtrière? C'est une entreprise familiale? Oui, tout à fait. C'est une entreprise familiale, matrimoniale, qui a 40 ans cette année. Moi, ça créée en 84, reprise en 2005. Exactement. Ça fait 20 ans que j'y travaille, bientôt. On est fabricant de menuiserie extérieure à Champigny-sur-Marne. Atelier de proximité. En fait, on fabrique à peu près 3000 fenêtres par an. Pour les professionnels du bâtiment, 95% de nos fabrications restent sur l'Île-de-France. Et vous refusez même des chantiers quand ils sont trop loin? Exact, vous savez tout. Oui, je me renseigne. Et 95% sur la rénovation énergétique. Donc, c'est vraiment pour nous hyper important. On est Origine France Garantie. Ouais. On est RSE engagé avec l'AFNOR. Niveau confirmé. Donc, c'est vraiment cette volonté, en fait, d'avoir une production de proximité à faible impact carbone. Et d'économie circulaire aussi. Et d'économie circulaire. Vous privilégiez beaucoup, on y viendra aussi plus en détail. Pour vous situer, c'est à peu près une quinzaine de collaborateurs, à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et vous en êtes la dirigeante. Et vos parents sont toujours à vos côtés ou pas du tout? Non, ils ont quitté le navire il y a quelque temps, mais ils sont toujours à mes côtés quand même parce qu'ils suivent le développement de l'entreprise. Alors, on échangera bien sûr sur vos propos, effectivement, votre vision de cette sustainability, comme on dit en anglais. Rami Salem, bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes un intrapreneur, c'est-à-dire que vous avez travaillé dans la banque, dans une galaxie dont on ne connaît pas toujours le nom d'ailleurs, mais qui est la galaxie AFM, la galaxie Mullier de ces entrepreneurs fantastiques du nord de la France, Onebank. Tout à fait. Et puis un jour, vous devenez intrapreneur parce que ce groupe, il avait quelques lacunes, alors qu'il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il a pris un peu de retard sur la data, sur la livraison et sur le numérique. Et un jour, ils se disent, tiens, il y a un gars là qui peut peut-être nous aider à sortir par le haut, notamment dans tout ce qui touche les paiements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on devient intrapreneur au sein d'un groupe de cette nature? Oui, clairement, c'est ça l'histoire. Donc en fait, moi je travaillais comme salarié chez Onebank à l'époque, et dans le cas avec le Covid, donc le Covid qui a quand même impacté beaucoup le monde du retail. Bien sûr. En fait, on se posait la question, mais comment on peut ne plus subir ce genre de problématique? En tout cas, des magasins fermés, des sites web qui ne peuvent pas livrer. Oui. Et donc des parcours clients Une complètement accélération perturbés. des règlements en ligne, à l'évidence. Donc des parcours clients complètement perturbés. Et donc on est tributaire et moins souverain sur notre chaîne de valeur. En fait, c'est là où le projet paiement est né, pour dire, en fait, c'est extrêmement important de mieux s'organiser, donc de développer ce qu'on appelle cette plateforme d'orchestration. Donc c'est le métier de Purse, donc ce qu'on appelle une plateforme d'orchestration de paiement. Donc en fait, notre métier, c'est connecter ce monde du retail avec le monde du paiement. Donc en une seule connexion, on va pouvoir dire à un retailer, tu as besoin de tel produit, de telle solution de paiement, dans tel pays, pour tel client. En fait, on va bâtir des parcours de paiement dignes de ce nom, qui permettent justement de ne plus être contraint de dire, bah oui, mais j'ai un problème d'un magasin que je ne peux plus payer, je ne peux plus encaisser. Bah, c'est pas grave, je peux envoyer un lien de paiement à mon client pour qu'il puisse payer à distance. Donc en fait, Donc, on a... Vos clients sont des clients B2B, 10 distributeurs, Tout à fait. appartenant d'ailleurs ou non au groupe AFM. Non, c'est pas forcément des Decathlon, Leroy Merlin. Pas du tout, c'est une question de souveraineté du monde du retail au sens large. En fait, D'accord. comment les retailers sont moins tributaires des problématiques techniques en lien avec leurs partenaires. Donc en fait, nous, on vient résoudre cette équation-là et on accompagne le monde du retail sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc le front, sur la partie parcours client, sur tous ces parcours d'achat, mais jusqu'au back, jusqu'au flux comptable, parce qu'au final, un paiement, c'est important que le retailer puisse encaisser. Ah oui. Comment il va encaisser une commande et s'assurer qu'il a bien encaissé cette commande-là. Donc on va venir aussi lui simplifier cette vie. Un client, il a payé avec une carte cadeau, un PayPal. On va lui dire, ben voilà, vous allez recevoir un virement avec 2 mouvements dans lesquels vous allez retrouver le montant de la vente, les commissions, ainsi de suite. Donc en fait, ça rejoint aussi notre discussion, c'est que le monde numérique, et oui, il y a ce qu'on voit, la partie visible, il y a la partie technique, mais il y a surtout la partie financière, qui est une vraie complexité dans cette chaîne de valeur-là. Et donc on intervient sur ces 3 blocs. Alors, vraiment. vous nous expliquerez peut-être, en même temps que vous d'ailleurs, Cécile, comment est-ce que on aide à cette transformation numérique des entreprises? C'est aussi le job des experts comptables. Oui, C'est une de vos préoccupations aussi, de les accompagner. Où en sont-ils? Et quel est le rôle des experts comptables sur cette digitalisation de l'économie? Des TPE, PME notamment. Alors, le rôle des experts comptables pour l'accompagnement et la transformation et l'intégration de tous ces outils numériques dans les entreprises est primordial. Ça ne se passera pas sans que nous, on accompagne les entreprises. Nos clients, ce sont les TPE, PME. Pour l'essentiel, voire 99% C'est ça, de oui, notre comme la marché. France, comme la France. Voilà, exactement, ce sont des TPE, PME. Et ces TPE, PME sont assez éloignés de toutes ces préoccupations, notamment au niveau des TPE, les très Elles le petites. sont toujours encore, malgré Elles le le Covid. sont toujours, malgré le Covid, elles le sont Qui toujours. les a beaucoup digitalisés, qui les a beaucoup numérisés. Oui, mais encore pas assez. On s'aperçoit qu'il y a des lacunes et donc du coup, ça passera par les experts comptables et c'est notre rôle en tant que conseiller premier des entreprises, parce qu'on est quand même le confident régulier des chefs d'entreprise. Ça passera par nous et c'est à nous d'amener les entreprises à comprendre les atouts de tous ces outils numériques qui arrivent sur le marché. Et cette fameuse facturation électronique qui consiste globalement à travailler avec de la data, vous m'avez dit quand même pour préparer cette émission qu'elle a plein d'atouts parce qu'elle va quoi? Améliorer les délais de règlement? Oui, elle va améliorer les délais de règlement en B2B, ce qui est quand même pas négligeable dans le monde où on vit aujourd'hui. Je pense que Catherine est d'accord. Voilà, on s'aperçoit que les délais de règlement, en plus, en période de crise, ils s'allongent encore plus. Le fait de mettre en place la facture électronique, ça va permettre de réduire les délais de règlement et on l'a constaté dans tous les pays où la facture électronique a été mise en place. Il y a une vraie réduction des délais de règlement. Il y a une sécurisation aussi en matière de paiement, en termes de fraude au paiement, puisqu'on se rend compte qu'il y en a de plus en plus de fraude au paiement. Il y a moins d'erreurs. Les erreurs, mais effectivement aussi, mais surtout la fraude au paiement avec les changements de RIB
par des petits malins qui arrivent à changer les RIB sur des mails ou autres transactions. Donc, il y a une vraie sécurité en matière de fraude, une sécurité en matière d'erreur, puisqu'il n'y a plus d'intervention humaine ou quasiment plus d'intervention humaine. Donc, il y a moins d'erreurs. Et ce n'est que des avantages pour les entreprises. Je pense que si je suis artisan plombier, je suis concerné. Pour autant, je me dis en ce moment, bon, j'ai le temps et je ne sais même pas comment ça marche, donc j'attends que ça me tombe dessus. Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que j'ai sans le tort de le faire? Non, mais est-ce que j'ai raison quand je pense que beaucoup pensent ainsi aujourd'hui? Il faut toujours être proactif quand il y a des changements de cette façon-là. Il ne faut pas les subir. Si on les subit, on prend du retard et après, on n'est plus dans le timing. Il faut être proactif. Et c'est nous, experts comptables, qui devons accompagner nos clients et les persuader qu'il faut être proactif. Donc, c'est notre rôle aussi de les faire avancer sur la facture électronique. Il ne faut pas attendre la fameuse échéance fiscale de 2026 de mise en place obligatoire de la facture électronique. Pour toutes les tailles d'entreprise en même temps ou pas? Ça sera 2026 pour tout le monde. Okay. Enfin, Catherine, où en êtes-vous là-dessus? Ce sujet, est-ce qu'il vous préoccupe? Est-ce que vous faites partie de ce que j'évoquais là? On attend, on verra bien. Non, mais je rejoins tout à fait Cécile, comme quoi il faut anticiper. Et c'est valable dans beaucoup de choses, en fait. Parce que quand on subit, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, nous, on en parle avec notre expert comptable. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont encore en train de se peaufiner. Mais c'est vrai qu'on dématérialise beaucoup plus déjà. Tous nos factures, tous nos documents partent sur des plateformes. L'intelligence artificielle vous aide ou pas dans un métier de fabricant comme le vôtre? Non. Parce qu'on parle de numérisation au sens large également. Oui. Aujourd'hui, pas trop. Après, ça va plus être sur des techniques de suivi de l'usage des menuiseries, des choses comme ça. Mais non, vraiment en production, nous, plutôt, on est parti aussi sur la low-tech. Justement, ouais, parce que c'est aussi important. Hein, Est-ce que c'est parce que vous pensez que la high-tech consomme beaucoup d'énergie au détriment de la planète? Alors, je pense qu'il faut y faire attention. Dans le cadre de la facture électronique, c'est bien de mettre son énergie, c'est qu'à de le dire, sur ces actions. Par contre, nous, en menuiserie, on a la possibilité quand même beaucoup de faire de low-tech. Et donc, c'est bien aussi d'équilibrer parce qu'on sait derrière que tout ce qui est high-tech nécessite aussi de la ressource de matière, consomme de l'énergie. Et donc, nous, on essaye justement de trouver cet équilibre. Et quand on n'a pas besoin, faisons sans et faisons tout aussi bien. Chez vous, Rami Salem, est-ce que c'est un enjeu, ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que tout ce qui est autour du numérique consomme beaucoup d'énergie et que de plus en plus on réfléchit, notamment par rapport à la puissance de calcul des serveurs, etc. Est-ce que ça impacte des métiers comme le vôtre, cette préoccupation environnementale de vos clients? Clairement, nous, on est en plein dedans. Nous, notre métier sans consommation de serveurs ou de cloud n'existe pas. Absolument. Donc, par défaut, c'est notre matière première. Donc là-dessus, forcément, on travaille avec nos partenaires pour aller chercher... c'est un équilibre entre performance et énergie renouvelable. Bien Donc sûr. en fait, on doit chercher de la haute performance. Imaginez un client qui vient payer et où ça mouline, c'est pas entendable. Donc en fait, il faut trouver toujours un équilibre entre les deux. Vos partenaires, vos clients vous mettent beaucoup de pression sur ces sujets? Oui, ou pas? clairement. Dans les contrats, c'est hyper sécurisé, hyper contrôlé, hyper suivi. On nous demande même d'aller rechercher, en tout cas d'être certifié. Alors que nous, à notre taille, les bilans carbone, par rapport à une petite entreprise comme nous, forcément, c'est compliqué à imaginer. On est 80 personnes. Mais vous le faites? On est obligé de le faire, même si la loi ne nous l'oblige pas. Mais en fait, on se doit de le faire parce que d'un point de vue par rapport à nos partenaires, nos clients, c'est une chaîne de valeur en fait. Oui, et puis les donneurs d'ordre, les grands groupes l'exigent de leurs fournisseurs, etc. C'est d'ailleurs le futur métier aussi des experts comptables, d'aider en fait leurs clients à faire ces bilans carbone et peut-être à calculer des kilowattheures. Au-delà du bilan carbone, notre métier, on a un vrai enjeu sur la durabilité et les experts comptables sont tout à fait légitimes pour intervenir sur toute la partie extra-financière. Ce sont des métiers de chiffres en fait. C'est des métiers de chiffres, sauf que ce ne sont plus des données monétaires, ce sont d'autres données en quantité, mais on a un vrai enjeu là-dessus. Et j'entendais Rami qui disait, mais moi je ne suis pas obligé de le faire, mais finalement je suis obligé de le faire parce que mon donneur d'ordre me demande de le faire. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver dans les mois qui vont venir, parce qu'on a des entreprises qui ont une certaine taille, qui sont obligées de faire un rapport de durabilité, mais sur toute la chaîne de valeur. Mais on voit déjà dans les faits... Elles ne savent pas le faire en plus en ce moment. Elles ne savent pas le faire, mais elles vont être obligées de le faire. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette. Mais on voit déjà dans les faits, on a des financements qui sont octroyés avec des conditions plus favorables si l'entreprise est capable de démontrer qu'elle a une démarche RSE. Ça concerne toutes les entreprises, là. Des subventions aussi, avec des éco-conditions pour obtenir certaines subventions. Donc ça, c'est un vrai enjeu de société. Mais c'est aussi un vrai enjeu pour les experts comptables parce que
la durabilité ne se mettra en place dans les TPE-PME, encore une fois, comme la facture électronique, qu'à la condition que les experts comptables se saisissent de tout ce marché-là pour pouvoir le transmettre aux TPE-PME. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on fait au niveau de l'ordre, c'est d'accompagner les experts comptables dans ce nouveau secteur. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment nouveau pour nous. Ils en ont envie ou est-ce qu'ils sont réticents? Non, on en a envie. On est la les profession, experts comptables. oui, bien sûr. Vous, en tant que présidente, c'est votre job. Moi, j'en ai très envie. Je le sens, c'est pour ça. Donc, du coup, mes collègues en ont envie aussi et la grande majorité de la profession est complètement sensibilisée là-dessus et prête à y aller. Vous, Catherine, pas besoin d'être convaincue parce que vous êtes une femme de conviction. J'ai lu votre bio. J'entends le courage, l'audace, les engagements, faire bouger les lignes sur plein de sujets, sur le bien-être au travail, la stratégie RSE, le recyclage des chutes. Vous êtes né comme ça? Ou c'est l'entreprise de vos parents qui a été construite sur ces valeurs? Déjà, effectivement, je pense qu'il y avait de très bonnes bases. Et puis ensuite, ça s'est développé au fil des années. Et, il faut des convictions fortes pour mettre en place ce genre de choses? Oui, il faut des convictions fortes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est emmener mon équipe et puis emmener aussi toutes nos parties prenantes. Je rejoins tout à fait ce que disait Cécile. En fait, nous, on a été test PME sur la CSRD. L'obsession de François Asselin. Ouais. Le test PME qu'il est en train d'essayer d'imposer au gouvernement successif. En fait, c'est concret. C'est concret et vraiment, on voit tout de suite ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et sur la CSRD, moi, je suis très contente justement de ce rapport parce que effectivement, aujourd'hui, sur un bilan comptable, on n'arrive pas réellement à voir les engagements qu'une entreprise a en faveur de la transition écologique. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de voir comment adapter cette CSRD à la PME. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a certains seuils qui sont où les entreprises ont une obligation en CSRD, mais forcément, par capillarité, ça va revenir vers nous, les PME. Et donc, il faut qu'on s'y prépare. Les experts comptables, pour moi, c'est indispensable qu'ils nous accompagnent. Vous évoquez ces sujets déjà avec votre esprit? Oui. Je pensais aux données extra-financières, par exemple. Je vais même vous avouer, j'ai changé d'expert comptable parce que justement, il n'était pas réceptif et j'avais besoin de quelqu'un qui soit réceptif. Voilà. Donc, j'ai pas dit que 100% était réceptif. Diffuser l'émission, diffuser cette émission, faites passer le message. Mais ça, c'est très parlant et on a de plus en plus de clients qui nous sollicitent. Mais tout comme nous, on a aussi nos clients qui sont sensibles à nos engagements. De plus en plus également. Mais bien sûr. Y compris toute génération confondue. Toute génération confondue. C'est ça qui est nouveau, non? Et alors, ce qui est super, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'autre fois, j'ai un collaborateur qui va sur un chantier et justement, il est face à l'utilisateur final qui était très soucieux de ses engagements et qui, justement, aimait nos engagements. Donc, ça prend tout son sens, en fait. Donc, même si parfois, vous n'avez pas forcément l'impression, parce que ce n'est pas forcément facile d'emmener les équipes aussi, si on n'a même pas forcément se dire, est-ce que ça va avoir une rentabilité de suite? Parce que les entrepreneurs, on aime bien la rentabilité. En fait, on s'aperçoit que c'est sur du long terme, mais parfois, il y a énormément d'effets indirects et des effets positifs pour l'entreprise. Mais en termes d'image aussi. Et en termes d'image, exactement. Et puis, vous donnez du sens. Et c'est vrai que François Asselin, il est très attaché à ce test PME, mais c'est essentiel pour voir justement si ça s'adapte bien à nos entreprises. Et la CSRD, c'est quelque chose de très bien. Par contre, il faut savoir l'adapter de façon à ce qu'on puisse y répondre efficacement. Parce que si on fait quelque chose qui n'est pas efficace, j'ai envie de dire, ça servira pas à grand-chose. C'est tout le travail que fait l'Ordre en ce moment et les travaux que l'on mène pour adapter la CSRD, mais aussi pour sortir des outils qui nous permettent d'établir un rapport de durabilité, on va dire plutôt light, adapté à la TPE-PME de façon volontaire. Donc, on a déjà des travaux là-dessus très concrets au niveau de l'Ordre. Rami Salem, vous êtes passé en fait, non pas d'un grand groupe, parce que je ne sais pas ce que représentait Onebank, mais tout d'un coup vous devenez intrapreneur, donc entrepreneur, tout d'un coup tout est entre vos mains, vous êtes au four et moulin, vous bossez comme une brute, j'imagine. Confronté à toute cette réalité. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Parce que je me rappelle pas, je connais pas forcément la taille d'Onebank dans laquelle vous travaillez, mais c'était c'est un grand groupe. Un grand groupe. Quelle différence ça fait quand on passe de l'un à l'autre? En fait, on est confronté à la vie quotidienne des équipes, des vies préoccupantes des équipes au quotidien, voire, et en parallèle de ça, à toute la partie plutôt stratégique, toute la partie plutôt de vision, de performance et de long terme. Donc en fait, on allie toujours le court terme avec le long terme. Et en fait, c'est ça qui est compliqué à jongler entre ce
concret, court terme, et ce long terme dans lequel on doit un peu embarquer les équipes. Vous percevez Donc ça, l'importance de ce test PME, notamment quand le gouvernement ou l'État, globalement, impose de nouvelles normes, de nouvelles règles, de nouvelles Alors c'est contraintes? très lourd, honnêtement c'est très très lourd, et on voit nous plutôt milieu start-up, là on Oui, voit vous la êtes une start-up, complexité en fait. de toute cette chaîne qui est vraiment très complexe. Typiquement l'exemple bilan carbone, je reviens un peu dessus, mais enfin on est hors cadre. Comment Vous le faites, vous le pratiquez? on doit le faire. Mais Déjà, on a les valeurs on se doit le faire par rapport à nos valeurs, Ouais. par rapport à l'équipe, parce qu'on a envie aussi de Ils sont jeunes, vos démontrer équipes, en que- plus. Ils sont de cette une équipe génération qui est très exigeante. très jeune, très vivante, très dynamique. Et donc, On entend voilà. différentes choses derrière. Mais c'est super. Et donc, du coup, il faut aussi trouver cet équilibre-là entre cette dynamique, cette jeunesse, et après ces normes et ces process. Donc, c'est Bien sûr. pas évident de manier ça. Je voudrais juste revenir sur un point sur la partie fraude, le paiement à la fraude. Alors, du coup, nous, dans notre métier, c'est justement sécuriser cette partie paiement. Et donc notamment la fraude au paiement, Bien sûr. d'un point de vue client, d'un point de vue utilisateur, parce qu'en effet aujourd'hui, Vous partez-vous toujours des besoins utilisateurs, hein, des nous trucs, on ça, est c'est votre sur le métier. front, nous Ouais. on est confronté au front Voilà. du Vous êtes métier. un radar formidable sur ce que veut le Tout à fait. client. Et donc, comment faire bénéficier les TPE-PME de toute cette force de frappe que les gros groupes ils ont, cette connaissance client qu'ils ont, et comment la partager ça. Et c'est vraiment, ça c'est un des points clés de la création de Purse. C'est parce que dans notre écosystème de la famille Mullier, on a des grosses boîtes, mais on a des petites boîtes, Bien sûr. on a des entrepreneurs, on a c'est 400 boîtes globalement l'écosystème. Donc en fait, il y a de tout. Mais aussi, il y a les besoins du marché, d'autres boîtes avec qui on travaille qui sont complètement hors écosystème. Voilà, donc comment faire bénéficier ces petites boîtes-là de cette force de frappe des grosses boîtes qu'ils ont, donc notamment sur la partie fraude au paiement. Et après, on a une deuxième précaution qui va aussi beaucoup vous parler, c'est les liens qu'on a nous avec les banques pour sécuriser ce qu'on va appeler plutôt le pay-in, donc cette capacité d'encaisser le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, pour pouvoir payer ses fournisseurs, il faut encaisser rapidement. Et là, où est le problème avec les banques qu'il convient de résoudre? Du coup, là, nous, on intervient pour avoir une bonne lecture, pour comprendre toute cette chaîne de valeur autour de une commande égale un paiement égale un virement. Comment je vais venir regrouper tout ça pour dire que voilà, je suis sûr d'avoir eu mes fonds et donc de là, je vais pouvoir préparer mon paiement pour mes fournisseurs. Donc voilà, c'est toute cette complexité-là sur laquelle on travaille et qui est extrêmement essentielle aujourd'hui pour les TPE-PME. Le problème des délais de paiement, ils ont tendance à s'aggraver en ce moment, de s'allonger? Comme toujours en période de crise, hein, Ça se grave, docteur, oui. oui, les délais de paiement s'aggravent et Catherine qui travaille dans le bâtiment le constate parce que c'est un secteur souffre, où on le a bâtiment. qui souffre énormément de cet allongement des délais de paiement et c'est pour ça que là, alors c'est pas le seul avantage de la facture électronique, mais c'est un des avantages qui parle énormément aux chefs d'entreprise, c'est le fait que avec cette facture électronique, on arrivera à réduire ces délais de paiement parce que comme la facture va s'intégrer automatiquement dans le logiciel d'information de l'entreprise qui reçoit la facture, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas reçu la facture et il y aura aussi des outils de prépaiement qui vont permettre d'actionner le paiement plus rapidement pour les Et entreprises. c'est surtout respecter les délais. Quel pourcentage de gens C'est qui ce les respectent problème aujourd'hui? que l'on a. Hein. Vous avez une idée du pourcentage de gens qui respectent les 60, 30, je ne sais pas combien, quelles sont vos conditions de règlement? Alors oui, je dirais, il y a, allez, à 70% quand même, c'est respecté. Nous, on utilise beaucoup la LCR, donc comme ça facilite les choses. Mais sinon, effectivement, il y a quand même aujourd'hui entre 20 et 30% de clients qui ne respectent pas les délais. Et ça, c'est Vous travaillez beaucoup préjudiciable. avec les établissements publics et l'État, parce que parfois l'État paye encore moins bien que certaines entreprises, c'est connu. Ah, c'est un gros sujet. Oui, Ah oui, c'est un gros sujet. C'est un vrai sujet. C'est Bah un oui, vrai c'est sujet. un et là, vrai. qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire la Il y a un facture nouveau gouvernement, c'est électronique, peut-être le moment ils ont déjà d'aller- eu la facture électronique avec la plateforme Chorus, mais ça n'a pas amélioré les délais Oui, de règlement. Chorus, bien sûr. Je pense que c'est toute la chaîne de validation des factures, en fait. C'est pas tellement que les établissements publics ne veulent payer tardivement, c'est qu'en fait, ils ont une chaîne de validation de la facture qui est, à mon sens, Trop complexe. un peu complexe, et ce qui génère des délais de paiement plus longs. Mais les entreprises qui travaillent avec des établissements publics, quels qu'ils soient, savent qu'il y a des délais de paiement qui sont plus longs que la normale, et ils arrivent à s'y adapter. Mais Ok. c'est la chaîne de validation qui est trop Allez, complexe. il nous reste moins de 2 minutes, donc chacun 30 secondes. Allez, pour se projeter à 2030, la fenêtrière dont Catherine a rêvé, c'est quoi votre priorité? Partir dans une économie vraiment durable et efficiente. Plus encore que vous le faites déjà. Exactement. Vous avez créé une deuxième marque d'ailleurs, Oui, tout à fait, Made in Fenêtre. qui fait à peu près, qui est basée sur les mêmes valeurs. Qui est basée vraiment sur cette circularité de la menuiserie et comment faire en sorte que notre menuiserie évolue bien dans le temps et efficacement. Voilà. Donc, encore plus
Oui. Dans la RSE. Tout à fait. Sur tout ce que recouvre la RSE, y compris les équipes, le bien-être au travail, l'engagement Exactement. que vous évoquez, qu'on n'a pas Parce beaucoup que le temps de parler, on le c'est fera un dans réel nos émissions. plaisir en fait d'entreprendre de cette façon. Et l'engagement, il n'y a rien de tel. Voilà. Rami, à 30 ans, à 5 ans, plutôt pas à 30 ans, dans 5 ans, Tout à fait. vous voyez comment Perth et comment y parvenir? En fait, continuer à accompagner les retailers dans leur transformation numérique, en lien avec ce sujet autour du RSE, en lien avec la sécurisation de leur chiffre d'affaires. En fait, nous, notre préoccupation, encore une fois, c'est comment ils transforment une vente en un paiement. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher de ne pas atteindre vos ambitions? On écrit une ambition quand on est comme ça, start-upper, y compris au sein d'un grand groupe en tant qu'entrepreneur? On est obligé de l'écrire parce qu'en fait, ça fait partie des processus assez classiques. Mais c'est très, très compliqué à suivre parce qu'en fait, ce qu'on écrit à un instant T... L'évolution technologique est trop rapide? Voilà. Donc, en fait, alors moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on a la chance de vivre dans un ère où on a une technologie assez puissante. Mais sauf qu'en fait, on le dit souvent, le paiement n'a pas a évolué les 5 dernières années plus qu'il a évolué pendant les 50 dernières années. Donc, en fait, on voit quand même cette vitesse-là. Donc, en fait, on doit être malléable et adaptable en permanence. Merci beaucoup. C'est ça notre gros défi. Merci Rami Salem. Merci. Désolé Cécile, on reconnaît vos deux priorités, numériser et la durabilité des entrepreneurs et la facture électronique. Merci à tous les trois. Merci beaucoup Cécile de Saint-Michel, merci Catherine Garniou, merci Rami Salem. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Impact PME l'Hebdo. Passez un très bon week-end, à très vite. Ciao. Impact PME l'Hebdo.